On va commencer, merci d'être là, par cette affaire de Mathis, ce jeune homme de 15 ans qui a été poignardé à mort dans les rues de Châteauroux en avril 2024. On note d'ailleurs qu'il y a eu une certaine célérité de la justice parce que le procès a eu lieu moins d'un an après. Mais il y a question de la peine, évidemment, qui pose question. 8 ans de prison, c'est la moitié de ce que risquait ce mineur, puisque la peine, c'est 30 ans pour les majeurs, 15 ans pour les mineurs, et là, il en arrive à 8 ans. On va débattre de l'aspect juridique des choses avec vous, Sabrina, mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute le papa de Mathis. Il s'appelle Christophe Marchais, parce que sa réaction est d'une dignité absolue et d'une grandeur d'âme que peu de parents, dans ce cas-là, pourraient avoir. Écoutons-le. 8 ans plus 15 ans de suivi. Écoutez, de toute façon, c'était pas plus de 10. On n'était pas parti pour plus, donc on va pas se rendre malade pour 2 ans. 15 ans de suivi, c'est très bien aussi. S'il fait des bêtises, il retournera en prison. Ça l'obligera peut-être à faire des efforts et à se soigner. Évidemment que c'est pas assez, évidemment que non, qu'on aurait voulu beaucoup plus et que ça remplacera jamais Mathis. Mais j'attends, je le dis depuis un petit moment, j'attendais pas grand-chose de ce procès. Et ben du coup, je suis pas déçu. C'était à peu près ça que je m'imaginais, même si je dis depuis le début que je voudrais que la justice soit forcément exemplaire et ferme. Je ne m'attendais pas spécialement à plus de sa part. Pour le papa de Mathis, Gauthier Lebret, c'est à la fois terrible parce qu'il y a beaucoup de dignité, mais une résignation, et qui est celle des Français en réalité. Ils disent de toute façon, la justice ne nous aidera pas. Même si là, 8 ans, c'est 8 ans, et voilà, il ne faut pas évidemment mépriser. Mais là, il y a une résignation dans ces propos qui reflète celle des Français, je trouve. Je pense que tout le monde est fou en entendant que 8 années sont infligées à cet Afghan mineur de 16 ans au moment des faits. Il y a toutes nos faillites dans cette histoire. C'est-à-dire que donc on a un Afghan qui était en situation régulière, certes, mais qui n'avait rien à faire en France. Évidemment, incapacité à le renvoyer. Il avait affaire en France si le droit d'asile lui était accordé, Gauthier. Oui, mais il avait rien à faire là. Il avait rien à faire là. Preuve en a été donnée. Au bout d'un moment, il faut se poser la question de qui on accueille, de combien on accueille, et d'une immigration beaucoup plus maîtrisée et beaucoup plus choisie. Puisque si on n'avait pas permis à sa mère, qui, vous l'avez rappelé, est rentrée donc en France avec lui et a donné des coups quand Mathis était en train de se vider de son sang après plusieurs coups de couteau, si on n'avait pas permis à cette mère et cet enfant afghan d'entrer en France, Mathis serait toujours vivant. Donc il y a quand même un problème d'immigration dans ce sujet. Ensuite, on ne peut pas renvoyer vers l'Afghanistan, c'est le régime des talibans. Voilà. Donc comment on fait ? Il faut des pays tiers. Bruno Retailleau l'avait proposé, avait commencé à envoyer quelques charters dans des pays tiers. Giorgia Meloni a tenté de le faire aussi en Italie, avec le Conseil d'État ou son équivalent à Rome qui est venu casser ses décisions. Donc c'est pas facile, c'est pas simple, effectivement. Et ensuite, donc, on a la justice des mineurs, on a l'excuse de minorité qui est gardée. Je comprends même pas pourquoi elle est gardée. C'est-à-dire qu'un mineur de 16 ans qui a massacré un autre enfant de 15 ans, parce qu'il y a la violence des mineurs, l'ultra-violence, commise par des mineurs, puis il y a aussi les victimes, qui sont elles aussi mineures. Donc c'est des deux côtés. Il y a la violence qui vient des mineurs et il y a les mineurs qui la subissent de plein fouet. Je ne comprends pas pourquoi on garde l'excuse de minorité quand un mineur de 16 ans en massacre un autre de 15 de plusieurs coups de couteau. Et il y a la peine finale, donc 8 ans, autrement dit quasi rien. Il a déjà fait une année. Avec les remises de peine, il sortira entre 4 et 6 ans. Et donc dans les rues de Châteauroux, dans 4 ou 6 ans, les parents de Mathis pourront recroiser le meurtrier de leur fils. Voilà. Pardonnez-moi, mais quelqu'un qui se comporte comme un taliban en France, je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit d'être renvoyé en Afghanistan. D'abord là, il est mineur. Il est mineur, donc la loi ne nous le permet pas. Mais quand il sortira de prison, il ne sera plus mineur, et à ce moment-là, parce qu'on pose pas un avion à Kaboul. Voilà. Mais si, il y a le droit d'asile, c'est le droit d'asile. Mais non, mais vous n'allez pas me dire, on ne peut pas faire. Ça, je ne veux plus l'entendre. Après, il a un suivi socio-judiciaire de 15 ans en France. Oui, mais on n'a même pas. On n'est pas tous en même temps, parce que là, on ne comprend plus rien pour nos auditeurs. On peut poser le débat par rapport à l'insécurité qu'il y a dans notre pays, l'ensauvagement, l'immigration qu'on a accueillie, oui. Aujourd'hui, on a l'interdiction, par exemple, d'en renvoyer quelqu'un en Syrie. Bon, je crois qu'on a accueilli M. Al-Shara sans aucun problème en France, donc on peut renvoyer des Syriens en Syrie. Les Afghans, bien. Aujourd'hui, on peut les renvoyer. Quelqu'un qui se comporte comme ça, qui aura purgé sa peine et qui sera majeur, peut poser cette question. C'est le volet immigration. Il y a aussi le volet sociétal, Catherine. Il y a cette violence. Mais quand on fait venir des gens qui, objectivement, sont maltraités dans ce pays, en Afghanistan, mais ce sont des gens qui arrivent et qui ont été habitués à un comportement. Cet enfant, ou là, peut-être quand il est parti, ils ont vu des violences et où le couteau est quelque chose dans les pays musulmans
c'est à la fois culturel, puisque il y a l'Aïd, où tout musulman de 11 ans doit égorger un mouton. C'est l'usage du couteau. Et moi, ce qui me frappe, c'est depuis quelques années, dans les homicides, et d'ailleurs la France est aujourd'hui le 2e pays le plus haut d'Europe occidentale dans les homicides, eh bien 40% des homicides se sont faits au couteau. Alors il y a eu, c'est vrai, il y a quelques années, l'islamisme, le mouvement l'État islamique qui préconisait les attentats dits low cost avec un couteau. Mais ce sont quand même, culturellement, ce sont des familles où on est habitué à voir le maniement du couteau pour égorger des bêtes. Et moi, je trouve qu'un enfant de 11 ans qui voit ce rite sacrificiel pour les fêtes de l'Aïd, ça crée un comportement que n'avaient pas dans d'autres religions. Je pense que c'est pas innocent, ce port du couteau qui devient aussi qu'on peut acheter... l'arme blanche qu'on peut acheter très facilement. Voilà. Bien sûr. Sabrina Merlin-Bouillet, j'aimerais revenir avec vous sur le fond juridique du dossier. Parce qu'il y a cette question de l'abolition du discernement au moment des faits, alors qu'il y a aussi préméditation. Comment peut-on faire coïncider ces deux notions ? C'est-à-dire qu'il se bagarre et puis le meurtrier va chercher un couteau chez lui et revient. Préméditation, pour moi, ça exclut l'altération du discernement. Pourtant, ce n'est pas ce qu'a dit le tribunal. Oui, parce que le tribunal s'est basé sur les experts. Et les experts, évidemment... Experts psychiatres qui décrivent le meurtrier comme psychotique, en isolement affectif et qui a donc du mal à se livrer et à se lier avec autrui. C'est ce que rapportent les experts. Donc, il y a à la fois les experts qui vont donc... faire que le tribunal décide de retenir l'altération du discernement, ça veut bien dire qu'il y a un doute. Et lorsque le doute est présent, il profite à l'accusé. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, si vous accumulez d'abord le fait qu'il était mineur, donc excuse de minorité, donc on passe de 30 ans à 15 ans, ensuite vous enlevez une partie, les réquisitions c'était 10 ans, vous descendez, ça arrive à 8 ans, c'est ce qu'écope. Et il en fera 4. Non, mais le problème aussi, c'est que ces psychiatres, ce sont des psychiatres qui sont dans des codes socioculturels occidentaux, français, et qui connaissent pas du tout, justement, l'environnement des Afghans et l'anthropologie aussi, et effectivement, ces sociétés extrêmement violentes. Vous savez, le docteur Maurice Berger, par exemple, quand il a travaillé sur les enfants mineurs extrêmement violents, qu'ils soient d'origine maghrébine ou subsaharienne, il s'est appuyé sur des pédopsychiatres maghrébins ou subsahariens, parce qu'il fallait connaître aussi cet habitus, ces codes socioculturels, etc. Et le problème aujourd'hui, c'est que les Occidentaux, enfin les Européens, ont une lecture qui est européenne, franco-française par exemple, et qu'ils ne connaissent pas. Et moi-même, je vous assure, parfois quand je discute avec des travailleurs sociaux, par exemple, français, sur des aspects culturels, je vois bien qu'ils sont complètement déconnectés. Et je reprends aussi ce qu'a dit notre ami Gauthier, c'est l'Allemagne, la Suède, aujourd'hui expulse des Syriens, parce que pour eux, maintenant, la Syrie est devenue apaisée, et l'Allemagne expulse aussi des Afghans via le Qatar, puisqu'ils n'ont aucun lien avec les talibans. Voilà, via le Qatar. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, ça m'a secoué la déclaration du père de Matisse, parce que, en effet, il y avait une forme de résignation. Alors, un mot, moi, qui commence un peu à m'énerver, c'est celui de résilience. Bon, alors, je ne dis pas ça dans son cas, mais je dis en général. Là, si j'ai bien compris, il va s'investir, ce qui est très noble, hein, il va aller parler dans les lycées, etc. Enfin, moi, ce que j'observe, c'est que, d'un côté, il y a une accumulation d'horreurs, c'est-à-dire le meurtre de Matisse, le fait que le gamin afghan avait manqué égorger un autre gamin pour lui voler son téléphone, le fait que la mère frappe ce gamin agonisant qui avait été poignardé au cœur, qui devait être saignant, bon, etc., qu'elle s'était distinguée par d'autres comportements, et que de l'autre, face à cette accumulation de violence, il y a une accumulation d'excuses. L'excuse de minorité, l'excuse d'altération psychique. Moi, je me dis qu'à un moment, il faut que la balance entre la victime et le coupable s'inverse. Je trouve qu'il y a un peu trop de soins accordés au coupable, en l'occurrence coupable, puisqu'il est jugé, et un peu trop peu à la victime. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, je comprends ce père parce qu'il attend rien, en fait. Il attend rien de la société, il attend rien de la justice. Et au fond, il sait très bien que ça va recommencer. Mais on se demande combien de Matisse il faudra avant que la justice ne s'empare réellement de ce problème de bourreaux qui ont 16 ans et qui vont être dehors au début de la vingtaine. C'est juste insupportable. Elias, mais bien sûr. Elias. Et je vois des papiers, notamment dans Le Monde, s'indigner de ce qui s'est passé au procès Le Squarneck. Et je le comprends totalement. C'est-à-dire que ce multirécidiviste violeur n'a pas écopé d'une peine de sûreté. Et il y a un grand papier dans Le Monde pour s'indigner qu'il n'y ait pas de peine de sûreté. Marrant, il n'y a pas de papier
pour s'indigner de la peine pour le tueur de Matisse qui ne prend que 8 ans. Parce que la réalité, on tourne un peu autour du pot, la réalité, dans un pays normal où le bon sens serait revenu, c'est qu'il y a 2 possibilités pour ce tueur. Soit il ne revoit plus jamais la lumière du jour et il ne sort plus jamais de prison, soit quand il sort, c'est pour aller prendre un avion direction l'Afghanistan ou un pays tiers. C'est normalement ce qui devrait se passer dans un pays normal où on ne marcherait pas sur la tête. Bon, Catherine Ney. Oui, moi je regardais le père de ce jeune garçon. Et on ne peut pas parler de résilience. Moi, je crois que c'est tellement... c'est une telle cruauté. On est tellement accablé que je pense que pour tenir le choc, on doit céder. On prend sûrement des... Et trouver un but Non, on doit sûrement se faire aider médicalement aussi, pour tenir le choc à la veille d'un procès comme ça. Donc on voit bien que c'était quelqu'un qui était trop calme pour être plus accablé et qu'il avait pris quelque chose avant pour tenir le choc. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement tellement c'est une chose, la foudre vous tombe sur la tête, la vie est finie. Et est-ce qu'on doit se résigner? Mais non, mais il voulait faire. Mais c'est ça, moi, qui me... La rage, la colère, c'est ça qui me terrifie, parce que je veux pas qu'on se résigne, en fait. Parce que ce n'est pas normal. Mais il n'était pas résigné. Non, mais je sais, je dis pas ça pour lui, mais même la société aujourd'hui, face à tous ces drames, le petit Elias, moi je suis encore bouleversée par la lettre de la maman d'Elias. Voilà, et donc on se dit, mais ça peut nous arriver. Et Naïma, sur le petit Elias. Sabrina, pour terminer. Sur le petit Elias, parce qu'on parle de la justice des mineurs. Alors rappelez, parce que Elias, un jeune homme à Paris. Je vais le faire. À la sortie et on parle de l'ordonnance de 45 des mineurs qu'il faut revoir. Mais le petit Elias, c'est dû à quoi? C'est dû à une loi qui n'a pas 40 ans, 50 ans, 60 ans. Elle a 5 ans. C'est la loi de Dupond-Moretti et de Nicole Belloubet. Elias, il sort de son match de foot un vendredi soir. Il se fait massacrer à la machette dans les rues de Paris par 2 mineurs qui sont des récidivistes et qui ont tenté de voler quelqu'un d'autre sans le tuer, heureusement, quelques jours plus tôt ou quelques semaines plus tôt, et qui avait une décision de justice qui était rendue, et ils devaient connaître leur jugement 6 mois plus tard. Dû à la césure, on vous condamne, on vous donne votre peine 6 mois plus tard. Et en attendant, ils n'avaient pas le droit de se voir, ils étaient dans le même immeuble. Ça, c'est Belloubet, Dupond-Moretti. C'est pas les années 60, c'était le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et si on les avait mis en tôle au moment où ils avaient leur condamnation et pas 6 mois plus tard, Elias serait vivant. Donc non seulement la justice des mineurs, elle ne change pas, on l'aggrave pas, elle devient plus laxiste. Elle devient plus laxiste, et c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Sabrina, je voudrais juste faire un dernier point sur le profil de ce jeune homme, parce qu'on dit qu'il avait des antécédents. Il avait déjà été condamné, le meurtrier, je parle du meurtrier de Matisse, il avait déjà été condamné ou pas? Non, il n'avait pas été encore condamné. Okay. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le juge après avoir rendu sa décision. Il dit qu'il fait avec les moyens qu'il a. Le souci, c'est qu'il avait été mis en cause dans 2 autres affaires. Une affaire de guet-apens et une autre qui s'était passée une semaine auparavant, où il avait en effet été interpellé parce qu'il avait mis une lame de couteau sous la gorge d'un jeune homme pour lui soutirer son téléphone portable. Mais 2 mises en cause. Il attendait d'être jugé pour l'affaire concernant le guet-apens, mais il ne l'avait pas été. Je voulais juste préciser une chose. Nous avons rencontré, nous, le père et la maman de Matisse avant le procès, quelques jours avant. Et ce père et cette mère ont un restaurant. Ils ont un soutien du quartier qui les aide à survivre. Et ils ont surtout un grand-fils qui, à un moment, avait voulu peut-être se venger. Et donc, ils essayent de maintenir ce cercle familial pour garder encore ce qui le peut... Il reste encore debout. Il reste de leur famille. Évidemment. Ce qui explique que, voilà, il y a peut-être ce regard un peu plus lointain sur l'affaire. Et pour ne pas être consumé par la haine et la volonté de vengeance. Pour eux. Bien sûr. Allez, on fait une petite pause. Merci Sabrina pour toutes ces précisions. On entendra dans un instant Jordan Bardella qui s'est exprimé sur cette violence des mineurs depuis Beaucaire dans le Gard. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h20 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On termine le sujet sur la violence des mineurs. Écoutez juste Jordan Bardella qui s'est exprimé depuis Beaucaire dans le Gard. Il estime que l'ensauvagement de la France est lié en partie à un manque de fermeté envers ces mineurs. Une grande partie de l'ensauvagement dans notre société est liée à l'incapacité de l'État à prévenir la violence et à sanctionner la violence lorsqu'elle est issue des mineurs. Les délinquants et les criminels sont de plus en plus jeunes. Les jeunes sont de plus en plus intégrés dans les trafics, et notamment dans les trafics de drogue. Et moi, je plaide avec Marine Le Pen et le Rassemblement national pour faire ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays d'Europe, notamment dans les pays d'Europe du Nord comme aux Pays-Bas, avec des peines d'incarcération, des mesures privatives de liberté très courtes et très tôt, dès le plus jeune âge. Et je crois donc nécessaire de généraliser les centres éducatifs fermés pour les mineurs. Et par ailleurs de réviser l'excuse de minorité, parce que quand vous prenez un couteau et que vous sautez sur un innocent dans la rue pour lui voler un téléphone portable, alors vous ne pouvez pas être systématiquement excusé ou jugé comme un mineur.
Pour Jordan Bardella, oui, systématiser les centres d'éducation fermés. Il y en a 50 en France. Ça veut dire qu'il faut en construire. Combien en construire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le programme du RN qui est prévu déjà? Je ne sais pas si le nombre de places dans centres éducatifs fermés est chiffré dans le programme du Rassemblement national. Parce que c'est une proposition là. Oui, très bien. Mais je pense que effectivement, l'essentiel, c'est d'arrêter de juger des tueurs qui massacrent d'autres enfants comme des mineurs, mais comme des adultes. C'est-à-dire que le bon sens est que... Donc vous voulez faire sauter l'excuse de minorité, vous? Ah oui. Pour lui, là? Pour l'Afghan? Ah oui, je confirme. Pour tout mineur qui tue un autre mineur, oui, parce qu'à partir... D'ailleurs, le docteur Maurice Berger, je le cite encore, qui travaille depuis 30 ans sur ce sujet-là, le dit clairement. Il dit qu'il faut une butée, il faut les considérer comme des adultes. Et concernant les centres d'éducation fermés, il y a eu un rapport qui a été fait par la Cour des comptes. Ils ne sont occupés aujourd'hui qu'aux 2/3. Mais il faut revoir complètement parce qu'ils n'ont de fermés que le nom. Ils sont occupés seulement aux 2/3 ? Alors qu'il n'y en a que 50 ? Oui. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas fermés du tout. Il faut même aller plus loin. L'Afghan, là, en l'occurrence, il ne faut pas le placer dans un centre éducatif fermé. Non, mais là, il est en prison. Il est en prison, Gauthier. Il est en prison pour nous. Quand la délinquance évolue, il faut que la loi évolue. Voilà. Quand vous avez maintenant des gamins qui rentrent avec une Kalachnikov parce qu'ils ont été engagés depuis une prison par des grands bandits, si vous voulez, on ne peut plus les juger comme si c'était des vols de carambars. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que la loi s'adapte à cette nouvelle donne. Voilà. Ça me paraît relever du bon sens. Dernier mot là-dessus. Je crois malheureusement que la loi est déjà en retard, mais des années en retard, sur ce qui se passe dans notre pays, sur la société violente. Il y a Gabriel Attal qui a fait voter une loi sur la délinquance des mineurs. Je pense qu'elle ne changera rien au sujet. Et quant au Rassemblement national, ça fait des années que Jordan Bardella propose la fin de cette excuse de minorité. Il faut passer par ça, mais il faut passer ensuite par beaucoup de choses. Mathis, on l'a dit, c'est un sujet migratoire, c'est un sujet judiciaire. Quand est-ce qu'on va dire à ces magistrats, obliger ces magistrats à respecter la loi ? Quand est-ce qu'on va mettre ces gens en prison, ne plus les accueillir? Il faut vraiment faire quasiment un grand reset ou une tabula rasa pour que enfin la société ne soit plus violente, qu'on arrête d'accueillir, Catherine l'a dit, des personnes qui viennent de cultures majoritairement hostiles à ce que nous sommes et aux valeurs occidentales et françaises. Tout ça, ça devrait être la question de la présidentielle de 2027. On réglera rien de tout cela d'ici 2 ans. Allez, dernier, on clôt le chapitre. Je trouve aussi très curieux qu'on n'ait toujours pas dit qui avait tué Thomas à Crépol. On ne sait pas. Et pour les parents... Non, ils se couvrent entre eux. Ils se veulent pas balancer. Oui, mais je veux dire, pour les parents, c'est quelque chose de... Là, il y a un procès dont on sort... Non, mais il n'y a rien eu. Vous savez, il y a eu un livre, Catherine, qui a été écrit pour dire que tout ça était normal. Qu'il y avait des gamins qui se baladaient avec des machettes dans une voiture. Mais bon, finalement, c'était pour couper le shit. C'était normal, c'était pour le shit. Et puis le racisme anti-blanc n'existait pas. Le livre n'a pas du tout fonctionné en librairie. Les témoins qui ont entendu, on est venu tuer du blanc, n'ont pas entendu ce qu'ils ont entendu, voilà. Il y a 9 personnes qui ont des vues de l'esprit. On avance.